Quand le célèbre professeur de neurologie Dr Philippe Moreau commença à perdre sa propre mémoire, il trouverait la réponse que la médecine ne pouvait donner d'une source inattendue dans les Alpes françaises. Cette rencontre ne ferait pas que le soigner, mais changerait toute sa perspective sur l'humanité. Premier contexte, l'effondrement de l'esprit. Dr Philippe Moreau, 42 ans, était l'un des neurologues les plus reconnus de France. Professeur à la Sorbonne, scientifique respecté mondialement dans les recherches sur Alzheimer et la démence. Il avait consacré sa vie à résoudre les mystères du cerveau humain dans son laboratoire parisien. Ses articles sur les troubles de la mémoire étaient publiés dans Nature et The Lancet. Il enseignait à des milliers de médecins lors de conférences internationales. C'était un médecin respecté qui donnait de l'espoir aux patients, soutenait les familles à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Il était reconnu pour son intelligence brillante et ses connaissances encyclopédiques. Mais il y a 6 mois, des symptômes étranges commencèrent. Il commença à oublier où il mettait ses clés de voiture dans son appartement du 7e arrondissement. Il confondait les heures de rendez-vous, avait du mal à se souvenir des noms de ses patients. Au début, il accusa le stress, le rythme de travail parisien intense, la pression de publications académiques. Les symptômes s'aggravèrent rapidement. Il oublia comment rentrer chez lui depuis son laboratoire. Le matin, il se perdit dans le métro en allant à l'hôpital. Un diagnostic de démence précoce fut posé à 42 ans par ses propres collègues. Ironiquement, il avait attrapé la maladie à laquelle il avait consacré toute sa carrière de recherche. Premier obstacle, effondrement professionnel. Après le diagnostic, le monde de Philippe fut bouleversé. Il dut arrêter de soigner des patients à la Pitié-Salpêtrière, le risque de faire des erreurs médicales était trop élevé. Les projets de recherche financés par l'INSERM furent suspendus. Sa chaire à la Sorbonne fut mise en pause. Ses collègues de l'Académie de médecine furent compréhensifs au début mais s'éloignèrent avec le temps. Personne ne savait comment se comporter avec un neurologue éminent ayant une démence à un si jeune âge. Il cessa d'être invité aux colloques scientifiques européens. Le plus dur fut de faire ses adieux à ses patients dans son service de neurologie. Le professeur qui leur donnait de l'espoir était maintenant victime de la même maladie qu'il étudiait. Cette situation l'avait profondément ébranlé dans son identité de médecin. Toutes ses connaissances, son expérience de 20 ans, son expertise internationale disparaissaient lentement de son esprit. Ses relations avec sa femme Isabelle et sa fille Marine de 16 ans devinrent aussi difficiles. Parfois, il ne reconnaissait pas sa propre fille dans leur maison de Neuilly. Cette situation blessa profondément la famille Moreau. Il y avait constamment de la tension dans leur foyer bourgeois. Première solution, recherche alternative. Quand la médecine française classique ne put trouver de solution, Philippe se tourna vers des voies alternatives. Traitement à base de plantes alpines, changement nutritionnel, méditation dans les monastères, il essaya tout. Malgré sa formation cartésienne à la Sorbonne, le désespoir le poussa vers différentes recherches non conventionnelles. Sur proposition d'Isabelle, ils partirent dans les Alpes françaises, près de Chamonix, dans un village réputé pour ses guérisseurs traditionnels. Son esprit scientifique rationnel n'y croyait pas, mais il n'avait plus d'autre espoir. Au moins il s'éloignerait du stress de Paris et des regards compatissants de ses confrères. Dans ce village savoyard au pied du Mont Blanc, les anciens du village pratiquaient des méthodes de soins traditionnelles avec des herbes de montagne. Philippe approcha ces pratiques qu'il considérait comme de la médecine populaire avec son scepticisme habituel, mais il était désespéré. Il resta 1 mois dans ce petit chalet traditionnel. L'air pur des Alpes, la vie simple en montagne et l'éloignement de l'agitation parisienne lui firent du bien physiquement. Les problèmes de mémoire continuaient à progresser, mais son stress diminua légèrement. Deuxième contexte, traces mystérieuses. Sa 5e semaine dans les Alpes, Philippe remarqua quelque chose d'inhabituel lors de ses promenades thérapeutiques.
En marchant dans la forêt de sapins, il découvrit des arrangements de pierres disposés de manière extraordinairement méthodique. Ces formations n'étaient pas aléatoires, elles présentaient une structure géométrique complexe et systématique. La façon dont ces rochers alpins étaient organisés ressemblait étrangement aux cartes neurologiques qu'il utilisait dans ses cours à la Sorbonne. Comme si quelqu'un avait créé une représentation tridimensionnelle parfaite des structures cérébrales avec des pierres de montagne. C'était scientifiquement fascinant et inexplicable. Qui dans ce village reculé pourrait posséder de telles connaissances en neuroanatomie? Quand il interrogea les habitants du village sur ces mystérieuses formations, ils évoquaient vaguement l'esprit de la montagne ou d'anciennes légendes savoyardes, mais personne ne pouvait fournir d'explication rationnelle. Ces arrangements existaient depuis des décennies selon les témoignages et leur créateur demeurait un mystère total. Philippe commença à étudier ces formations avec sa rigueur scientifique habituelle malgré sa condition qui se dégradait. Les dispositions de Pierre révélaient une connaissance approfondie des réseaux neuronaux des connexions synaptiques et même des pathologies dégénératives. C'était impossible selon toute logique médicale, mais les preuves étaient là sous ses yeux. Deuxième obstacle, découverte stupéfiante. Le matin de la 6e semaine, se réveillant avant l'aube, Philippe décida de percer ce mystère en observant secrètement qui créait ces remarquables structures neurologiques. Ce qu'il découvrit à la première lumière du jour ébranla complètement ses fondements scientifiques et sa vision du monde. Une créature imposante, mesurant près de 3 mètres au pelage brun, épais, manipulait les rochers avec une précision chirurgicale. Ses gestes étaient méthodiques, réfléchis, empreints d'une intelligence scientifique évidente. C'était incontestablement un Sasquatch, et il démontrait une maîtrise parfaite de l'anatomie cérébrale humaine. Lorsque la créature aperçut Philippe, elle ne manifesta aucune crainte ni agressivité. Elle s'approcha calmement de lui et commença à effectuer des mouvements délicats autour de sa tête, comme si elle procédait à un examen neurologique non invasif. Ses gestes rappelaient ceux d'un collègue médecin examinant un patient. Philippe oscillait entre terreur et fascination intellectuelle. Cette entité semblait posséder des connaissances neurologiques avancées. Plus troublant encore, elle paraissait diagnostiquer et comprendre parfaitement l'état pathologique de Philippe d'une manière que ses collègues parisiens n'avaient jamais égalée. Deuxième solution, établissement d'une confiance mutuelle. Durant les jours suivants, Philippe continua ses observations matinales de cette créature extraordinaire. Le Sasquatch ne montrait aucune hostilité envers lui, bien au contraire, il semblait déterminé à lui apporter une aide thérapeutique. Il utilisait ces arrangements de pierre comme un support pédagogique pour communiquer des concepts neurologiques complexes. Les configurations que créait la créature correspondaient exactement aux régions cérébrales que Philippe avait étudiées toute sa carrière. Hippocampe, cortex préfrontal, lobes temporaux, tout y était représenté avec une précision anatomique parfaite. Mais la créature présentait ces structures dans une perspective thérapeutique révolutionnaire complètement différente de l'approche médicale occidentale. Là où les humains percevaient les pathologies cérébrales comme des dysfonctionnements irréversibles à traiter avec des médicaments palliatifs, le Sasquatch envisageait le cerveau comme un système dynamique capable d'autorégulation et de régénération. Il semblait détenir les clés d'une méthode de réharmonisation neurologique que la science officielle ignorait totalement. Cette approche remettait en question 20 années de formation médicale française et d'expertise internationale de Philippe. Avait-il consacré sa carrière à une compréhension fondamentalement erronée des maladies neurodégénératives? Troisième contexte, apprentissage révolutionnaire. La créature entreprit d'enseigner à Philippe une méthode thérapeutique absolument inédite dans la littérature médicale mondiale. Il s'agissait de séquences de mouvements corporels synchronisés avec les rythmes naturels du cerveau, de techniques respiratoires spécifiques et d'exercices d'harmonisation avec l'environnement montagnard. Ces protocoles n'apparaissaient dans aucune publication scientifique européenne ou américaine, pourtant ils reposaient sur une logique neurobiologique rigoureuse.
Ils activaient la neuroplasticité par des voies que Philippe n'avait jamais envisagées malgré ses années de recherche. Le médecin parisien aborda initialement ses enseignements avec son scepticisme rationnel habituel, puis progressivement avec une ouverture d'esprit grandissante face aux résultats observés. Après quelques semaines d'application de ces méthodes, Philippe constata des améliorations spectaculaires. Sa perte de mémoire non seulement se stabilisa, mais certains souvenirs perdus commencèrent à ressurgir avec une clarté surprenante. Selon tous les manuels de neurologie, ces améliorations étaient médicalement impossibles, pourtant elles se manifestaient quotidiennement. La créature lui transmettait bien plus qu'une simple thérapie, elle lui révélait une compréhension entièrement nouvelle du fonctionnement cérébral. Elle l'amenait à dépasser l'approche anthropocentrique de la médecine occidentale pour adopter une perspective plus large intégrant l'intelligence naturelle et les capacités d'auto-guérison du système nerveux. Troisième obstacle, dilemme éthique et scientifique. Tandis que Philippe retrouvait progressivement ses capacités cognitives, il se retrouva confronté à un dilemme moral et professionnel déchirant. Devait-il révéler cette découverte révolutionnaire à la communauté scientifique internationale, qui accorderait le moindre crédit à un récit aussi invraisemblable? Cela signerait définitivement la fin de sa réputation académique. Cependant, d'un autre côté, cette percée thérapeutique pourrait transformer l'existence de millions de patients atteints d'Alzheimer et de démence à travers le monde. Était-il moralement acceptable de garder secrète une telle avancée médicale simplement pour préserver sa carrière? Son serment d'Hippocrate et son éthique de chercheur l'obligeaient à partager cette connaissance avec l'humanité. Lorsqu'il tenta de confier son expérience à sa famille, même Isabelle et Marine refusèrent d'y croire. « Tu délires, papa, c'est un symptôme de ta maladie », dirent-elles avec tristesse. Si sa propre famille interprétait ces révélations comme des hallucinations pathologiques, comment pourrait-il convaincre ses pairs de la Sorbonne ou de l'Académie de médecine? Il y avait également la question cruciale de la protection de la créature. Si son existence était révélée publiquement, elle deviendrait instantanément l'objet d'études invasives de capture et d'exploitation par les laboratoires pharmaceutiques internationaux. Troisième solution, stratégie de dissémination discrète. Philippe élabora une approche prudente et éthique pour résoudre ce dilemme complexe. Il décida de traduire les enseignements de la créature en terminologie scientifique conventionnelle et de présenter ses méthodes comme le fruit de ses propres recherches théoriques. Il préserverait ainsi l'anonymat de son mentor tout en partageant les bénéfices thérapeutiques avec la communauté médicale. Philippe communiqua cette stratégie à la créature par gestes et dessins. Le Sasquatch sembla comprendre et approuver cette démarche. Il paraissait animé d'une volonté sincère d'aider l'humanité souffrante tout en préservant sa tranquillité et celle de son espèce. Philippe reformula les techniques apprises en protocole de neuroréhabilitation écologique et rédigea plusieurs articles pour des revues médicales prestigieuses. Il présenta ses travaux comme une approche innovante de médecine intégrative combinant neurosciences et thérapie naturelle. Ces publications suscitèrent un intérêt considérable dans la communauté scientifique internationale. Cette nouvelle orientation ouvrit des perspectives de carrière inattendues pour Philippe. Plutôt que de se cantonner à la neurologie hospitalière traditionnelle, il pionniera le domaine émerge de la neuroréhabilitation holistique qui intégrait approches conventionnelles et méthodes alternatives. Quatrième contexte, renaissance professionnelle et personnelle. 2 années plus tard, Philippe était devenu une figure de proue de la médecine intégrative en Europe. Sa transformation personnelle était aussi spectaculaire que sa guérison médicale. Il avait troqué sa blouse de laboratoire parisienne contre une approche thérapeutique révolutionnaire qui combinait rigueur scientifique et sagesse naturelle. Il fonda l'Institut européen de neuroréhabilitation holistique à Lyon, centre d'excellence qui attirait des patients du monde entier. Ces protocoles thérapeutiques ne se contentaient plus de ralentir la progression des symptômes, ils induisaient de véritables améliorations cognitives chez des patients considérés comme incurables. Les résultats cliniques dépassaient tout ce que la médecine traditionnelle avait accompli en décades de recherche.
Philippe développait et affinait constamment les enseignements reçus de la créature, les adaptant à une clientèle diverse de patients neurologiques. Chaque succès thérapeutique renforçait sa conviction d'être sur la bonne voie et sa gratitude envers son mentor mystérieux. Ses relations familiales se transformèrent également. Marine fut profondément impressionnée par la renaissance de son père et choisit de suivre ses traces en étudiant la médecine avec une spécialisation en neurologie intégrative. Isabelle retrouva l'homme qu'elle avait épousé, mais en version améliorée, plus humble, plus empathique, plus connectée aux vraies valeurs humaines. Quatrième obstacle, pression commerciale et médiatique. Le succès international de Philippe attira rapidement l'attention des géants pharmaceutiques européens et américains. Pfizer, Novartis et d'autres multinationales proposèrent des sommes astronomiques pour acheter ces protocoles thérapeutiques et les commercialiser à grande échelle. Les montants offerts dépassaient tout ce qu'un médecin pouvait espérer gagner en plusieurs vies. Cependant, Philippe ressentait une répugnance profonde à l'idée de transformer en profits commerciaux les enseignements désintéressés reçus de la créature. Cette sagesse neurologique appartenait à l'humanité entière et non aux actionnaires de multinationales. Commercialiser ces découvertes trahirait la confiance et la générosité de son mentor secret. L'attention médiatique s'intensifiait également de manière préoccupante. Des journalistes scientifiques de nature BBC et CNN réclamaient des interviews exclusives sur le secret de ces guérisons miraculeuses. Ils voulaient documenter ses méthodes, filmer ses centres de soins et révéler les sources de son approche révolutionnaire. Philippe craignait qu'une exposition médiatique trop importante ne finisse par mener des enquêteurs vers les Alpes et ne compromette la sécurité de la créature. Il devait naviguer entre transparence scientifique et protection de son bienfaiteur. La pression était énorme car refuser ces opportunités médiatiques semblerait suspect et pourrait nuire à la diffusion de ces méthodes thérapeutiques. Comment concilier rayonnement international et discrétion protectrice, transformation finale, équilibre entre science et sagesse? Philippe adopta une stratégie équilibrée qui honorait à la fois ses obligations scientifiques et sa loyauté envers la créature. Il refusa catégoriquement toutes les offres de rachat commercial et créa instead une fondation à but non lucratif qui rendait ses protocoles thérapeutiques librement accessibles à tous les praticiens du monde. Il développa des programmes de formation gratuits et publia ses méthodes en open source, permettant leur diffusion universelle sans appropriation commerciale. Dans ses interviews médiatiques, Philippe mettait l'accent sur les leçons apprises auprès de la nature alpine elle-même plutôt que sur un mentor spécifique. Il expliquait comment la sagesse des écosystèmes montagnards lui avait révélé de nouvelles approches thérapeutiques. Cette formulation était techniquement exacte, la créature faisant partie intégrante de cet écosystème tout en préservant son anonymat. Cette approche lui valut une reconnaissance internationale comme pionnier de la médecine éco-intégrative et comme modèle d'éthique scientifique. Il démontrait qu'il était possible de concilier excellence médicale, avancée thérapeutique et intégrité morale sans compromis. Nouvelle identité, médecin, philosophe et guérisseur. Aujourd'hui, le professeur Philippe Moreau incarne une nouvelle génération de praticiens qui transcendent les frontières traditionnelles entre science et sagesse. Il n'est plus seulement neurologue, mais également philosophe de la médecine, enseignant, thérapeute holistique et défenseur de l'intelligence naturelle. Son parcours de la maladie vers la guérison, puis vers l'enseignement inspire des milliers de patients et de praticiens à travers l'Europe. Sa relation privilégiée avec la créature alpine se maintient à travers des visites régulières dans les montagnes françaises. Ces rencontres continuent d'enrichir sa compréhension et d'affiner ses méthodes thérapeutiques. Il a appris que les plus grands enseignements viennent souvent des sources les plus inattendues et que l'humilité scientifique ouvre les portes de découvertes révolutionnaires. Marine a brillamment réussi ses études de médecine à la Sorbonne et rejoint maintenant l'Institut de son père. Elle représente la nouvelle génération de médecins formés aux approches intégratives dès le début de leur cursus. La famille Moreau a trouvé dans cette épreuve transformatrice une cohésion et une sagesse qu'elle n'avait jamais connue auparavant.
Comparaison, transformation radicale. Philippe initiale rigidité académique parisienne, connaissance exclusivement livresque, approche médicamenteuse exclusive, ego professionnel surdimensionné, isolation dans sa tour d'ivoire scientifique, obsession de publication et de reconnaissance, focus sur la pathologie et les dysfonctionnements, vision mécaniste du cerveau humain. Philippe transformé, flexibilité intellectuelle et ouverture d'esprit, équilibre entre savoir théorique et sagesse intuitive, approche thérapeutique holistique et personnalisée, humilité profonde et empathie authentique, collaboration interdisciplinaire et partage des connaissances, mission de service à l'humanité souffrante, focus sur la guérison et les potentiels de régénération, compréhension organique et systémique du cerveau. L'Odyssée de Philippe Moreau démontre que les plus grandes découvertes scientifiques naissent souvent de la rencontre entre expertise humaine et sagesse naturelle. Sa maladie, initialement perçue comme une malédiction, s'est révélée être le catalyseur d'une révolution thérapeutique qui bénéficie aujourd'hui à des milliers de patients. Elle lui a également enseigné la leçon la plus précieuse de sa carrière médicale, l'importance de la compassion, de l'humilité et du respect pour toutes les formes d'intelligence qui nous entourent.